L'épuisement n'est pas tant une faiblesse qu'un signal de réorganisation intérieure. La plupart des personnes interprètent l'état d'épuisement de la même manière. Elles pensent qu'elles manquent d'énergie, qu'elles manquent de motivation, qu'elles manquent de discipline. Alors elles essaient de tenir, elles essaient de mieux s'organiser, elles essaient de faire plus d'efforts. Mais malgré cela, quelque chose persiste, comme si l'effort ne suffisait plus à rétablir l'équilibre, comme si le problème ne se situait plus exactement là où elles le cherchent. Une interprétation s'installe alors naturellement. Je suis simplement fatigué, ou parfois même, je devrais être capable de gérer tout cela. Mais une autre question mérite parfois d'être posée. Et si la question n'était pas uniquement pourquoi suis-je épuisé, mais aussi pourquoi dois-je mobiliser autant d'énergie pour continuer à vivre exactement comme je vis aujourd'hui? Et si l'épuisement n'était pas uniquement un manque? Et s'il était parfois un signal indiquant que quelque chose dans notre organisation de vie demande à être réinterrogé? C'est ce que nous allons explorer aujourd'hui. L'épuisement est généralement vécu comme un problème. Lorsque nous nous sentons épuisés, nous avons tendance à considérer cet état comme une défaillance. Nous avons le sentiment qu'il nous manque quelque chose, peut-être de l'énergie, peut-être de la motivation, peut-être de la discipline, peut-être même une certaine force de caractère. Notre premier réflexe consiste alors à chercher une solution afin de retrouver notre état précédent. Nous voulons récupérer, nous voulons redevenir performants. Nous voulons retrouver notre capacité à faire face aux exigences de notre quotidien. Cette réaction est parfaitement naturelle. Après tout, l'épuisement est une expérience désagréable. Il réduit notre capacité d'action, il altère parfois notre humeur, il peut également affecter notre confiance en nous-mêmes. Plus cet état se prolonge, plus nous avons tendance à nous inquiéter et à considérer qu'il convient de le faire disparaître au plus vite. Pourtant, une question mérite d'être posée. Et si l'épuisement n'était pas toujours uniquement un problème à résoudre? Et s'il était parfois une information à comprendre? Cette idée peut sembler étrange au premier abord. Nous avons été habitués à considérer l'épuisement comme un obstacle, comme un ennemi à combattre, comme une faiblesse qu'il faudrait corriger. Cependant, certaines expériences de vie nous invitent à adopter une lecture plus nuancée, car il arrive que l'épuisement apparaisse alors même que nous faisons tout ce qu'il faut pour tenir. Nous faisons preuve de bonne volonté, nous poursuivons nos efforts, nous essayons de mieux nous réorganiser, nous nous reposons lorsque cela est possible. Et malgré cela, quelque chose continue de résister, comme si le problème ne se situait pas uniquement au niveau de notre énergie, comme si l'épuisement cherchait également à nous signaler quelque chose sur l'organisation actuelle de notre vie. Ceci nous amène à nous demander pourquoi nous cherchons spontanément à combattre l'épuisement. Voyez-vous, face à une difficulté, l'être humain cherche naturellement à la résoudre. Cette logique est profondément ancrée en nous. Lorsque nous avons faim, nous mangeons. Lorsque nous avons soif, nous buvons. Lorsque nous ressentons une douleur, nous cherchons à la soulager. De la même manière, lorsque nous sommes épuisés, nous cherchons à retrouver notre énergie. Nous cherchons davantage de repos, davantage d'efficacité, davantage de discipline, davantage de motivation. Notre époque renforce d'ailleurs cette tendance. Nous vivons dans une culture qui valorise fortement la capacité à produire, à performer
et à maintenir un niveau élevé d'engagement dans la durée. Dans ce contexte, l'épuisement est souvent interprété comme une défaillance individuelle. Nous pensons je devrais être capable d'en faire davantage, ou encore je gère probablement mal ma vie. Parfois même, les autres semblent y arriver, pourquoi pas moi? Nous en venons donc à penser que nous ne sommes pas à la hauteur, que d'autres dans la même situation feraient mieux et que nous devrions être capables de tenir sans difficulté particulière. L'épuisement devient alors un jugement porté sur soi-même. Il devient la preuve supposée de notre insuffisance. Alors, nous essayons de compenser. Nous essayons de mieux nous organiser. Nous essayons de nous reposer davantage. Nous essayons de retrouver un niveau de performance acceptable. Cette réaction est rationnelle. Elle est même dans une certaine mesure automatique, car nous avons appris à associer la difficulté intérieure à un problème individuel à corriger. Pourtant, c'est une interprétation qui repose sur une hypothèse implicite. Elle suppose que le problème se trouve exclusivement dans notre niveau d'énergie, que notre capacité à fonctionner est devenue insuffisante et que davantage de ressources suffirait à rétablir l'équilibre. Dans cette logique, l'épuisement devient rapidement un signal négatif, quelque chose qui indique un manque, une insuffisance, un défaut à corriger. Or, cette hypothèse n'est pas toujours exacte, car certains états humains ne sont pas seulement des obstacles, ils sont également des informations à explorer. Pour comprendre cette idée, il est utile de distinguer deux éléments essentiels, le signal et sa cause. Le signal et sa cause. Pour ce faire, nous allons observer par exemple des signaux que nous rencontrons quotidiennement. La douleur, par exemple. La douleur constitue un signal. Elle n'est pas un problème en soi. Elle nous informe d'une atteinte ou d'un dysfonctionnement. La faim, idem, constitue un signal. Elle indique un besoin. La soif constitue également un signal. Elle indique un manque. Le stress aussi constitue un signal. Il ne signale pas uniquement une faiblesse. Il peut indiquer une surcharge, une tension, un déséquilibre temporaire ou qu'une situation dépasse momentanément nos capacités d'adaptation. Dans chacun de ces cas, le signal n'est pas l'ennemi. Sa fonction première est de nous informer. Il attire notre attention sur quelque chose qui mérite d'être observé. Bien entendu, nous pouvons chercher à diminuer son intensité. Mais si nous supprimons le signal sans comprendre ce qui l'a provoqué, nous risquons de passer à côté de l'information qu'il contenait. Supprimer le signal sans comprendre ce qu'il indique ne résout pas nécessairement la situation. Cela peut même donner l'impression d'un retour à la normale sans que la cause réelle ait été réellement traitée. Le signal n'est donc pas forcément le problème. Il peut être la manifestation visible d'un problème plus profond. Cette distinction est importante car elle transforme complètement notre manière d'observer certaines expériences. Au lieu de nous demander uniquement comment faire disparaître le signal, nous pouvons également nous demander ce qu'il révèle. L'épuisement peut parfois s'inscrire dans cette même logique, non pas systématiquement, non pas dans tous les cas, mais suffisamment souvent pour que cette perspective mérite notre attention. Nous pouvons alors observer l'état d'épuisement non plus comme un défaut à éliminer, non plus comme une défaillance, mais comme une information qui mérite d'être comprise avant d'être corrigée. La question devient alors, que cherche peut-être à m'indiquer cet état?
avant d'aller plus loin, il peut être utile maintenant de clarifier un point. Nous utilisons souvent les mots fatigue et épuisement comme s'ils désignaient une même réalité. Nous les utilisons de manière interchangeable. Pourtant, il est possible d'introduire une distinction simple entre ces deux expériences. La fatigue est généralement une conséquence directe de l'effort. Lorsque nous mobilisons notre énergie, que nous agissons, que nous produisons un effort soutenu, il est naturel que le corps et l'esprit réclament ensuite une forme de récupération. Dans la majorité des cas, cette fatigue est temporaire. Elle diminue lorsque le repos est suffisant. Elle s'inscrit alors dans un cycle relativement clair. Effort, suivi de récupération, suivi d'un retour à l'équilibre. L'épuisement, lui, semble parfois obéir à une autre logique. Il ne disparaît pas toujours de manière proportionnelle au repos. Il peut revenir rapidement, il peut persister malgré les périodes de récupération, il peut donner l'impression que quelque chose ne se rétablit pas complètement, même lorsque les conditions semblent réunies pour aller mieux. Il s'agit donc ici non pas d'opposer deux réalités totalement distinctes, ni de tracer une frontière rigide entre ces deux états. Mais il s'agit simplement de reconnaître que toutes les formes de fatigue ne portent pas nécessairement la même signification. Certaines fatigues indiquent simplement un besoin de repos. D'autres, plus persistantes, peuvent inviter à s'interroger sur un autre niveau de réalité. Non pas seulement la quantité d'énergie disponible, mais la manière dont cette énergie est utilisée, sollicitée ou organisée dans la durée. Et c'est à partir de cette nuance que notre réflexion peut se déplacer maintenant. À présent, si l'épuisement peut parfois contenir une information, une question se pose naturellement à nous. Pourquoi ne la voyons-nous pas plus tôt? Pourquoi continuons-nous parfois à ignorer certains signaux, même lorsqu'ils persistent? Pourquoi attendons-nous souvent que cet état devienne intense, voire difficile à ignorer, avant de lui accorder une véritable attention? Une première réponse tient à une capacité humaine fondamentale, notre capacité d'adaptation. L'être humain est capable de s'habituer à beaucoup de choses. Il est capable de s'habituer à des conditions qui, au départ, lui demandaient un effort conscient. Il peut s'adapter à un rythme exigeant. Il peut s'adapter à des contraintes répétées. Il peut s'adapter à une tension qui devient progressivement constante. Et cette capacité est en soi une force. Elle nous permet de continuer à fonctionner dans des environnements imparfaits. Elle nous permet de traverser des périodes difficiles sans tout remettre en question à la première difficulté. Cependant, cette même capacité possède un effet secondaire. À force de s'adapter, nous pouvons finir par ne plus percevoir certains déséquilibres comme des anomalies. Ce qui était initialement une tension devient une normalité. Ce qui était initialement un effort devient un fonctionnement automatique. Ce qui était censé être un signal devient un bruit de fond intégré à notre quotidien. Et c'est ainsi que certaines formes d'épuisement peuvent s'installer progressivement sans être immédiatement perçues comme un message. Non pas parce que nous ne sommes pas capables de les voir, mais parce que nous avons appris à continuer malgré eux. Nous avons appris à tenir, à compenser, à faire avec, et parfois cette capacité à faire avec repousse le moment où nous nous autorisons à interroger ce que nous vivons réellement. Car ce que nous continuons à vivre n'est pas toujours interprété en fonction de ce qu'il coûte réellement, mais en fonction de ce à quoi nous nous sommes habitués.
Et c'est précisément ce mécanisme d'habituation qui peut retarder la lecture de notre propre expérience. Maintenant, si l'épuisement constitue un signal, ce signal est une alerte de quoi? Une information sur quoi exactement? Il existe une dynamique que nous percevons rarement de manière directe. Nous avons tendance à penser notre vie en termes d'action, de progression, de construction. Mais une grande partie de notre énergie quotidienne est en réalité souvent mobilisée ailleurs. Mobilisée à maintenir un rythme de vie, un niveau de performance, maintenir une organisation personnelle, un rôle professionnel, des engagements pris dans un contexte très différent de celui que nous vivons aujourd'hui. Maintenir une image de soi cohérente avec ce que nous avons été jusqu'ici. Tant que ces éléments restent globalement alignés avec ce que nous sommes, ce maintien est relativement fluide. Il ne demande pas d'efforts excessifs. Il s'intègre naturellement dans notre fonctionnement. Il ne produit pas de conflits internes majeurs, mais il existe des périodes où quelque chose change. Pas nécessairement de manière brutale, plutôt de façon graduelle, presque imperceptible. Ce sont ces périodes de vie où nous évoluons, où nos priorités évoluent. Notre rapport au travail, au temps, à l'effort évolue également. Et pourtant, dans ces périodes, nous continuons à maintenir exactement la même structure. C'est ici que le décalage peut commencer à se former. Dans ces situations, le maintien ne disparaît pas. Il devient simplement plus coûteux. Extérieurement, rien ne semble avoir changé. Et pourtant, intérieurement, chaque pas semble coûter davantage qu'auparavant. Nous continuons à fonctionner, mais avec une sensation croissante d'effort. Chaque journée demande un peu plus d'énergie. Chaque tâche demande un peu plus de mobilisation. Chaque engagement demande un peu plus de tension interne. Non pas parce que nous en faisons trop, mais parce que ce que nous faisons demande désormais plus de ressources pour être soutenu. À ce moment-là, une confusion peut s'installer. Nous interprétons cette augmentation de coûts comme une baisse de notre capacité, alors qu'il s'agit, en réalité, il peut s'agir dans certains cas d'une augmentation du coût de maintien. Autrement dit, l'énergie n'est plus uniquement utilisée pour avancer, elle est mobilisée pour stabiliser, pour compenser, pour maintenir ensemble des éléments qui demandent de plus en plus d'efforts pour rester cohérents, et surtout pour éviter que certaines choses ne s'effondrent ou ne se transforment trop rapidement. Nous continuons donc à maintenir des structures qui correspondent de moins en moins à la personne que nous sommes devenus. Nous continuons à tenir le même rythme. Nous continuons à répondre à certaines attentes. Nous continuons à occuper certains rôles. Nous continuons à poursuivre certains objectifs. Mais quelque chose en nous, progressivement, cesse d'adhérer pleinement à cette organisation. Et c'est souvent à ce moment-là qu'un phénomène particulier apparaît, un sentiment diffus mais persistant de fatigue et plus précisément d'épuisement. Le désalignement est rarement brutal, il s'installe lentement, par petite accumulation, par petite tension, par petite incohérence. Mais leur accumulation finit par produire un coût énergétique important. Ce glissement est si progressif qu'il devient difficile à identifier. Nous continuons alors à penser je suis simplement fatigué, alors qu'une autre lecture devient possible.
je consacre peut-être une quantité importante d'énergie à maintenir une organisation qui ne correspond plus totalement à ce que je suis devenu. C'est alors dans ce dernier cas que l'épuisement commence à changer de statut. Avant d'en dire plus, nous allons introduire ici un petit bémol. Il est important de rester prudent sur ce point. Toute fatigue ne révèle pas une crise existentielle. Toute baisse d'énergie n'annonce pas une réorientation majeure. Tout état d'épuisement n'est pas nécessairement le signe d'un désalignement profond. Il existe des périodes de vie simplement exigeantes, des contextes temporairement lourds, des phases où le repos et l'ajustement du rythme suffisent à rétablir l'équilibre. Mais il existe aussi d'autres configurations, des situations dans lesquelles l'épuisement ne semble pas uniquement lié à la quantité d'efforts fournis, ni même à un manque de récupération. Il semble lié à quelque chose de beaucoup plus structurel. Nous pouvons penser ici au moment de transition professionnelle par exemple, aux périodes où nos priorités évoluent, au moment où notre vision du travail, du succès ou de l'équilibre de vie commence à se transformer. Dans ces circonstances, l'épuisement peut parfois révéler une tension entre deux réalités. La trajectoire que nous continuons à suivre est celle vers laquelle nous aspirons progressivement. Ainsi, nous continuons à avancer dans une direction, à maintenir un mode de fonctionnement, à occuper un ensemble de rôles et de responsabilités qui progressivement ne correspondent plus totalement à ce que nous sommes devenus. Ce décalage ne se manifeste pas toujours de manière évidente. Il ne s'impose pas comme une rupture nette. Il s'installe plutôt par couches successives, un léger inconfort par-ci, une perte d'élan par-là, une forme de résistance intérieure que l'on compense par l'effort. Et parce que nous sommes capables de continuer, nous continuons. Parce que nous sommes capables de tenir, nous tenons. Mais cette continuité a un coût qui n'est pas toujours visible immédiatement. Plus le décalage entre notre trajectoire vécue et notre trajectoire intérieure augmente, plus l'énergie nécessaire pour maintenir l'ensemble devient importante. Donc plus l'écart augmente, plus le coût énergétique peut devenir important. Nous devons alors investir une quantité croissante d'énergie simplement pour préserver une cohérence devenue artificielle. L'énergie consommée ne provient plus seulement de l'action elle-même, et à un certain point, ce coût commence à dépasser ce que nous pouvons qualifier de simple fatigue. C'est ici que l'épuisement peut changer de nature. Il n'apparaît plus seulement comme un manque d'énergie. Il ne s'agit plus uniquement d'un signal de récupération. Il devient parfois un signal de désalignement, non pas un désalignement spectaculaire ou dramatique, mais un décalage progressif entre ce que nous faisons et ce que nous devenons. Et dans cette perspective, l'épuisement n'est plus seulement un problème à éliminer. Il devient une information à comprendre, une indication que quelque chose dans l'organisation actuelle de notre vie demande peut-être à être reconfiguré. Une organisation devenue plus coûteuse qu'elle ne devrait l'être. Autrement dit, l'épuisement devient un signal qu'une réorganisation est nécessaire. Une fois que nous avons perçu le signal de l'épuisement, que reste-t-il à faire? Alors, lorsqu'un état d'épuisement apparaît, le réflexe naturel consiste généralement à chercher une solution rapide. On cherche comment retrouver de l'énergie, comment tenir à nouveau, comment corriger ce qui semble dysfonctionner. Cette orientation est tout à fait compréhensible. Elle repose sur une logique d'efficacité et dans de nombreux cas, elle est pertinente. Mais elle peut parfois être incomplète, car elle nous conduit immédiatement vers l'action
sans passer par une étape intermédiaire essentielle, la compréhension. Avant de chercher à modifier un état, il peut être utile de comprendre ce qu'il exprime exactement, non pas dans une logique d'interprétation excessive, mais dans une logique d'observation. Dans ce contexte, deux questions peuvent introduire un déplacement subtil de notre regard. La première n'est pas comment puis-je tenir davantage, mais plutôt qu'est-ce qui me coûte aujourd'hui autant d'énergie? Qu'est-ce qui me coûte aujourd'hui autant d'énergie? Autrement dit, qu'est-ce qui consomme aujourd'hui une part importante de mon énergie? Cette simple reformulation change déjà la direction de notre attention. Elle nous invite à observer la structure de notre quotidien plutôt que de nous focaliser uniquement sur notre capacité à y répondre. Nous cessons de regarder uniquement l'énergie qui manque, nous commençons à observer ce qui la consomme. Nous regardons nos habitudes et nos engagements, notre rythme de vie, nos priorités, nos contraintes et nos choix. Nous cherchons à comprendre où se situe réellement le coût. La seconde question est plus ouverte encore. Qu'est-ce qui, dans ma manière actuelle de vivre ou d'organiser mon existence, pourrait être en train d'évoluer? Qu'est-ce qui, dans ma manière actuelle de vivre ou d'organiser mon existence, pourrait être en train d'évoluer? Il ne s'agit pas ici de conclure trop vite, ni de transformer immédiatement cette réflexion en décision, ni même de chercher une réponse définitive. Il s'agit simplement de laisser émerger une forme de compréhension plus fine de ce qui est en jeu, car une interprétation partielle d'un phénomène conduit souvent à des solutions inadaptées, tandis qu'une compréhension plus juste permet parfois des ajustements beaucoup plus naturels. Et inversement, lorsque nous interprétons mal un signal, nous risquons d'appliquer des solutions qui ne répondent pas au véritable problème. Concrètement, dans le cas de l'épuisement, lorsque nous croyons que le problème est uniquement un manque d'énergie, nous concentrons tous nos efforts sur la récupération. Lorsque nous découvrons qu'il existe peut-être également un problème de structure, de rythme ou d'orientation, de nouvelles possibilités apparaissent. Dans cette perspective, l'objectif n'est pas tant de faire disparaître immédiatement l'épuisement, l'objectif est de ne pas passer à côté de ce qu'il pourrait nous révéler. Au final, nous avons tendance à considérer l'épuisement comme un problème, comme un signal de faiblesse, comme une incapacité à répondre correctement aux exigences de notre vie. Et dans certains cas, cette lecture est parfaitement légitime. Il existe des formes d'épuisement, en effet, qui appellent simplement à du repos, de la récupération et parfois une meilleure organisation du quotidien. Néanmoins, il existe aussi d'autres situations, des situations dans lesquelles l'épuisement ne semble pas seulement indiquer que nous avons trop sollicité nos ressources. Il semble indiquer que quelque chose, dans la manière dont notre vie est organisée, demande un niveau d'énergie qui n'est plus totalement cohérent avec ce que nous sommes devenus. Non pas parce que nous sommes insuffisants, non pas parce que nous manquons de discipline, mais parce qu'une partie de notre trajectoire n'est peut-être plus totalement en accord avec ce que nous sommes devenus. Dans ces cas-là, l'épuisement n'est plus uniquement un signal à supprimer. Il devient une information à considérer, un indicateur possible d'un décalage, une invitation à observer plus finement ce qui, dans notre manière de vivre, de travailler ou de nous engager, pourrait demander à être repensé, sans précipitation, sans dramatisation, mais avec lucidité.
car avant de chercher à retrouver ce que nous appelons notre niveau d'énergie, il peut parfois être utile de comprendre pourquoi il a changé et ce que ce changement est peut-être en train de nous indiquer. Certains états intérieurs ne sont pas seulement des obstacles, ils sont aussi des informations. Et comprendre une information est souvent la première étape d'une réorganisation plus profonde et plus consciente de notre existence. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui les amis. Dites-nous ce que vous avez pensé des pistes que nous avons explorées dans cette vidéo. Si certaines situations évoquées aujourd'hui vous parlent personnellement, vous pouvez les partager en commentaire, bien sûr. De plus, si certains sujets autour de ces questions vous intéressent particulièrement, je vous invite aussi à les proposer en commentaire. Enfin, si ces réflexions vous aident à clarifier certaines choses dans votre vie, pensez vraiment à suivre la chaîne pour les prochaines vidéos. On se retrouve très vite. C'était Sophia. Merci de votre attention.